Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, nous recevons pour vous, pour le compte de l'émission Le Point, Dieudonné Takouda. Il est le directeur de publication du journal Innov Africa. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir Daniel, Voilà. bonsoir chers téléspectateurs de Voilà. RTDS. Sur ce plateau également, nous avons l'administrateur principal de la web télévision Togo Vision, qui n'est tout autre que Justin Anani. Il est également journaliste d'investigation. Bonsoir, Justin Anani. Daniel, bonjour. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait un bon moment. Un bon moment, effectivement. Voilà, avec vous, mesdames et messieurs, chers invités, nous allons parler de l'actualité sociopolitique du Togo. Vous savez, depuis plusieurs mois déjà, le Togo traverse une crise sans précédent. Qu'en est-il aujourd'hui? Faut-il privilégier le dialogue ou aller tout simplement à un référendum? C'est la question que beaucoup d'observateurs de la vie sociopolitique togolaise se posent actuellement. Mais avant de revenir avec nos invités pour le décryptage de même de cette situation, nous allons suivre cette interview donnée hier par le ministre de l'administration du travail, le porte-parole du gouvernement, Gilbert Baora. À présent, nous allons vous faire état des mesures d'apaisement visant à favoriser le dialogue et à promouvoir des réformes politiques concertées. Le président de la République et le gouvernement demeurent constamment à l'écoute de leurs concitoyens et restent soucieux de préserver la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Ils sont fermement attachés au dialogue pour surmonter les incompréhensions et rechercher des solutions crédibles, viables et durables à la situation que notre pays traverse. C'est dans cet esprit que le gouvernement a accentué depuis le 6 novembre 2017 les mesures d'apaisement et de décrispation afin de créer une atmosphère de confiance et de sérénité et a réitéré son appel pour un dialogue sincère. Ces mesures d'apaisement et de décrispation comprennent 1. La levée des restrictions temporaires qui avaient été décidées pour limiter les marches et les manifestations publiques en semaine. 2. La mise en place d'un dispositif concerté à l'issue de discussions avec la coalition des 14 partis et les autres partis politiques de notre pays afin d'encadrer les manifestations publiques et de prévenir les risques de débordement et d'incidents qui sont préjudiciables à l'ordre public. 3. La restitution des engins à 2 roues qui avaient été saisis à Lomé le 7 septembre 2017 alors qu'une manifestation s'est déroulée et s'est poursuivie au-delà des heures réglementaires. 4. La libération suite à une mesure de grâce présidentielle de 42 personnes membres de la coalition des 14 partis qui avaient été interpellées, jugées et condamnées à des peines de prison ferme pour des délits divers commis en marge des manifestations publiques. Il en est de même pour le secrétaire général du PNP. Des mesures supplémentaires sont encore envisagées en faveur d'autres personnes qui ont été jugées et condamnées pour des faits similaires. Voilà, retour sur ce plateau du Dieudonné Takouda. Vous avez suivi de près cette conférence de presse donnée par le gouvernement hier, pas hier, je veux dire, le jeudi dernier à Lomé. Et le gouvernement a complètement sorti de cette crise avec cette conférence. Comment vous accueillez particulièrement au sein de votre rédaction cette nouvelle d'ouvrir, de s'ouvrir ou d'ouvrir un dialogue? Daniel, on peut dire que c'est une bonne chose, cette démarche du gouvernement togolais, en ce sens que la situation était bloquée et si cette décision vient, on pense qu'elle peut décrisper la situation. Et justement, selon le porte-parole du gouvernement Gilbert Baora, c'est une mesure pour décrisper la situation. Et une mesure qui a été prise par le gouvernement pour amener
les gens à comprendre, selon ses dires, et que le gouvernement est conscient de la situation. Et cette mesure va participer aussi à apaiser, un tant soit peu, la situation. Vous êtes du même avis, Justin? Bon, le gouvernement qui annonce certaines mesures de décrispation, mais quand vous suivez un tout petit peu la déclaration du gouvernement telle que présentée la fois dernière, et ça sent quelque part une confusion. Parce que au même moment où on parle de mesures d'apaisement, mesures de décrispation, et quand vous suivez le ministre Gilbert Bahara, même dans sa façon même de présenter la situation, et ça choque. Il faut avoir le courage de le dire. Ça choque dans quel sens? Et lorsque il a parlé de la libération de 42 donc détenus dans cette affaire, et très rapidement, il les assimile à des militants de l'opposition. Je pense qu'il y a des éléments qui ne démontrent pas suffisance que ce sont des militants de l'opposition. Parce que lorsque vous retournez un tout petit peu en arrière, vous avez suivi ce procès, il y a des gens qu'on a arrêtés qui n'ont rien à voir avec la manifestation. Il y a des gens qui sont sortis de leur maison parce qu'ils en ont ras-le-bol face à un régime de dictature de plus de 50 ans et qui ne le trouvent pas fait. Et disent qu'ils sont sortis pour manifester leur ras-le-bol. Et il y a quelqu'un qui a témoigné, même si il est de le condamner, il n'a pas peur de retourner en prison. Et il ne se réclame d'aucune formation politique. Ça veut dire que le gars n'appartient pas à une formation politique membre des 14 partis de la coalition. Et dans la même lignée, quand vous suivez encore la déclaration, quelque part, on parle également du référendum. On en viendra. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un foutu, comme journaliste, je n'arrivais pas à comprendre. Et au même moment, on parle de mesures d'apaisement pour les détenus politiques. Et on cherche à démontrer également qu'il y a des éléments suffisants pour que ceux-là qui sont arrêtés... Ces personnes les personnes arrêtées dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé de Kara, ça fait pratiquement plus de 50 ans, bientôt 6 ans, et qui seront jugés ou non. Finalement, quand vous avez suivi également la déclaration, finalement, on ne sait pas si très rapidement on va aller vers le procès avant le dialogue, ou c'est au cours du dialogue qu'on va aller vers le procès. Voilà. Et vous avez parlé de... Voilà. Ça, c'est un ensemble quand vous analysez, même par rapport aux deux imams qu'on peut-être on va libérer. C'est pas sûr, parce qu'il y a des procédures. Est-ce qu'ils seront libérés? Voilà, il faut attendre le chef de l'État, mesure d'apaisement, le chef de l'État qui... Finalement, donc pour vous, ce n'est pas un signe d'ouverture déjà, tout ce qui a été dit? L'intention, quand vous analysez parce que le gouvernement veut faire ceci ou le gouvernement compte faire ceci pour... On a l'impression. Il faudrait que les actes suivent. Voilà, parce que tel que c'est présenté, avec même lorsque dans la déclaration, quand vous allez encore loin dans les questions-réponses, quand le ministre dit qu'il y a des gens qui sont décharnés sur les militaires, qui ont tué 2 militaires, qui ont égorgé, donnant l'impression comme si en réalité ceux qui ont égorgé, très rapidement on peut les identifier, alors que même au moment les milices ont tué, et on ne condamne pas. Moi, je pense on reviendra sur cette affaire. Allez-y. De quelle milice parle Justin? Je crois bien que la situation a été exposée et nous tous nous savons qu'il y a eu un débordement de la part des manifestants la dernière fois à Sokodé. Et vous n'êtes pas sans savoir, Justin, que des militaires qui étaient en faction dans la maison d'un officier ont été pris à partie. Et quand bien même, je pense qu'hier, le ministre est revenu, quand bien même que l'autre était blessé, il a pu se défaire, il est parti dans la maison voisine. On lui a donné... On a l'impression peut-être peut-être que le gouvernement donne, c'est comme si des enfants qui avaient été abattus même par les forces de l'ordre, donc ça n'a rien à voir avec... Donc, je ne sais pas quoi. Il y a eu des morts aussi de l'autre côté. C'est ce que moi je dis, parce que lorsqu'on parle de mesures d'apaisement, et qu'on refait encore surface dans cette douloureuse affaire. Est-ce que, selon vous, on devrait compenser la dépense? Je pense que tel que le dossier a évolué, on peut ne plus en parler. Non, on doit en parler, on doit restituer. On doit restituer le contexte. Ce dossier a été restitué. Mais non, au même moment on rectifie, voilà. Il ne faut pas oublier également que les militaires ou les milices ont tiré sur des gens, ont tué des gens. Voilà. Allez-y, je donne l'état. Il ne faut pas prendre le problème comme ça. Vous savez, une situation s'est présentée depuis le 19 août dernier. Le pouvoir a été acculé. Ce qui a fait que Faure Gnassingbé, obligé de jeter du lest, a décrété le processus. Bon, maintenant, si
il faut aller au référendum ou enclencher le dialogue. Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce que vous vouliez? Face à cette situation, le pouvoir est obligé aujourd'hui de tendre la main, de prôner le dialogue. Hein? Donc, ce n'est pas a priori une mauvaise chose. Hein? Ce n'est pas a priori une mauvaise chose. Bon, quant à la conférence de presse d'hier, il fallait restituer le contexte. Hein? C'est vrai que à Lomé, il y a eu des gens encagoulés. La restitution du contexte peut se faire dans les deux sens. Il faut également qu'on parler du mot du petit Joseph qui est tué, qui est là encore à la mort qu'on n'a pas encore entendu. Non, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Moi, je ne comprends pas. Juste regardez le fil de votre réflexion, s'il vous plaît. Je n'en disconviens pas. Mais la question s'est invitée hier. Il y a un journaliste qui a demandé, mais est-ce que c'est un préalable pour l'opposition, pour que, avant le dialogue, on libère ceux qui ont été arrêtés? Il y a eu la question s'est posée aussi sur la libération des deux imams. Non, et je ne pense pas qu'on doit parler de préalable. Et le gouvernement, dans sa logique de protecteur, si vous me permettez l'expression, de protecteur de la chose publique et de la nation, devait prendre ses responsabilités. Justement, c'est pourquoi le chef de l'État, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que, et je crois bien que cette décision émanait du chef de l'État. Le chef de l'État a pris sur lui de tendre la main. Hein? Elle n'est pas tardive, cette main tendue, elle n'est pas tardive. Oui, je pense. Maintenant, quant au processus même du dialogue, il fallait rencontrer la presse pour l'informer. Et comme l'a dit Djibril Bahara, dans les jours prochains, je ne sais même pas si à l'heure où nous faisons cette émission, les invitations sont déjà parties pour amener la classe de l'opposition, et définir le format et les questions pendantes qui peuvent entourer le dialogue et aller au dialogue. Voilà, juste rapidement, vous voulez relever certains aspects. Non, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que quand vous suivez même la coalition dans sa logique, la coalition ne parle pas de mesures préalables, conditionnées avant le début ou le démarrage du dialogue. On parlait de la libération, quand même, ça fait partie. On parle de mesures d'apaisement. Voilà. Donc, si tant est qu'on veut apaiser la tension qui existe aujourd'hui dans le pays, voilà ce qu'il dit le gouvernement doit faire avant que le dialogue ne s'ouvre. Ça, je pense que ça fait partie des revendications de l'opposition. Mais elles n'ont pas été prises en compte, parce que si on a demandé la libération immédiate des imams, mais là, oui, c'est ce que moi je dis. C'est ce que moi je dis. Qu'au-delà même de la déclaration qui est faite du gouvernement, du communiqué, de tout ce qui est sorti au cours de cette conférence de presse, les questions-réponses, quand vous analysez un tout petit peu, quelque part, ça semble une confusion. Parce que moi j'analyse, je n'arrive pas à comprendre un certain nombre de choses. Est-ce que réellement le gouvernement a l'intention de libérer les imams dans les jours à venir, ou qu'est-ce qui va se passer? Sur le dossier des affaires des incendies, où on demande la libération des gens, parce que ça fait plus de 5 ans, lorsque le dossier est clôturé au niveau de l'expression et que l'ordonnance est envoyée au niveau de la cour d'appel, moi je pense que tous les éléments sont déjà mis au point pour aller vers le procès. Qu'est-ce qui traîne encore ce procès jusqu'au jour d'aujourd'hui? Je pense que c'est ce qui amène également l'opposition à demander à ce que, à défaut de ce que le procès n'ait pas lieu, qu'on libère les détenus qui sont toujours en détention préventive dans ce dossier. Maintenant, en dehors de ça, quand on veut restituer, c'est parce que dans les dernières périodes, le pays a connu tellement de chamboulements de problèmes. On a eu à saccager les biens publics, on a eu à blesser des gens, on a eu à tuer des gens ici et là, les civils comme les militaires. Je pense qu'en termes de restitution, il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour dire notre intention réelle aujourd'hui, c'est n'aller plus sur ce terrain-là. Il ne faut pas qu'un seul Togolais décède dans cette histoire de politique politicienne ou de discussion entre les acteurs politiques. Je pense qu'en le faisant, on doit s'assurer qu'en réalité, à un moment donné, voilà le comportement des civils envers les militaires, voilà les militaires sont tués, voilà également le comportement des militaires envers les civils, et voilà les civils aussi sont tués. Et dans tout ça, notre volonté, c'est de ne plus voir les milices sortir, faire ceci, imposer leur suprématie, comme le ministre de la Sécurité le dit, que des gens se sont organisés pour l'autodéfense
ce qui n'existe nulle part. Et si un ministre de la République arrive à dire ça, je pense que c'est ce qui a provoqué des problèmes que nous avons aujourd'hui dans certains pays comme la Centrafrique. Voilà. Donc c'est autant d'éléments que moi je dis qu'en réalité, quand on veut maintenant parler de l'apaisement, le gouvernement qui, en réalité, quoi qu'on le dise, le gouvernement est aujourd'hui parti dans ce conflit-là aujourd'hui, voilà. Tout comme l'opposition. C'est le plus qu'on parle même de la médiation. Okay. Je pense que si on veut aller vers l'apaisement réel, il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de discours qu'il faut tenir pour rassurer tout le monde. Je crois que, voilà. À moins que je me trompe, voilà. Je crois que le ministre Bawara a en partie fait cela. Ça y est, cela a été restitué, bon, pas d'une manière exhaustive, peut-être comme tu l'as dit, mais pour prôner le dialogue, il fallait restituer le contexte, comme je le disais. Oui, mais là, nous sommes plus dans le cadre de la restitution du contexte, parce que quand nous parlons, par exemple, des conditions sine qua non pour aller à ce dialogue, il y avait notamment la question de la libération des imams, de la libération des personnes arrêtées dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et des Kara, mais également l'arrestation de ces derniers, des jeunes, des manifestants qui ont été arrêtés. C'est ça le cadre. Mais le gouvernement nous a juste fait comprendre hier qu'on allait libérer 42 personnes arrêtées dans le cadre des dernières manifestations. Est-ce que le fait de n'avoir pas, par exemple, mis en place, annoncer la libération, par exemple, des personnes arrêtées dans le cadre des affaires des incendies de marché de Lomé, des Kara et des imams, ne devrait pas quand même... il y a un flou autour de cela. Non, il n'y a pas de flou. Le ministre de la Justice a été clair hier. La procédure est enclenchée. Voilà. Bientôt, il y aura... Une libération? Non, pas une libération. Il y aura un procès? Oui, il y aura un procès. Est-ce que le fait d'aller vers un procès, c'est un signe de mesure d'apaisement? Non, mais c'est une question. Voilà, c'est une question jusqu'à aujourd'hui, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a incendié ces deux marchés. Donc, il faut aller au procès. Cela va de soi. Je ne sais pas pourquoi... Aller au procès dans quelles conditions? On ne sait pas qui est... Donc ça veut dire que les personnes qu'on a arrêtées, peut-être elles sont innocentes? Oui, mais c'est à l'issue du procès qu'on saura si elles sont innocentes ou pas. Parce qu'on ne peut pas dire que bon, on va les libérer comme ça. Bon, si on les libère comme ça, demain, d'aucuns diront que bon, le pouvoir... Justice n'a pas été faite. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Bon, quant à l'autre question, c'est vrai que les imams ne sont pas encore libérés à l'heure où nous sommes ici. Mais le ministre Bawara l'a dit clairement que l'intention du gouvernement est de les libérer. Mais connaissant la position, par exemple, de l'opposition aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce dialogue aura lieu tant que toutes ces conditions ne sont pas réunies? C'est pourquoi je disais que c'est une main tendue. Il faut que l'opposition la saisisse. Même si les revendications ne sont pas prises en compte? Oui, on peut commencer comme ça. On peut pas se regarder en chien de faïence indéfiniment. Donc, il faut rompre les positions, aller l'un vers l'autre et s'entendre. Voilà. Et c'est pourquoi il disait hier, non, moi, je ne suis pas en train de faire la part belle au gouvernement, non. Mais en tant qu'analyste, je dissèque comment est-ce que le problème se présente et je crois que c'est encore possible. Voilà. Le dialogue est-il possible selon vous, Justin, dans ces conditions? Non, ça dit que le problème aujourd'hui, je pense que comme on le dit, les analystes, les grands politiciens, la politique est faite de rapports de force. D'accord? Oui. Et quand vous scrutez un tout petit peu le passé, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le dialogue est imposé aujourd'hui aux Togolais. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, le gouvernement ne s'était pas inscrit dans la logique du dialogue. Au moment où les revendications ont commencé, le gouvernement a envoyé un projet de loi sur deux articles. Très rapidement, l'opposition parlementaire a fait, c'est ça, comment on appelle, ces amendements. Ces amendements ont été rejetés en bloc. Et après, c'est au cours même au moment où les députés de la majorité sont retrouvés, et que le troisième article, c'est greffé. C'est greffé, ça pratiquement trois articles. On parle automatiquement du référendum. Et c'est ce qui a encore déclenché la mobilisation que nous connaissons aujourd'hui. Les gens disent, mais tel qu'on connaît bien sûr ce système, on veut passer en force, le passage en force ne passera plus. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, la situation s'est détériorée et ça a amené maintenant la communauté internationale à demander aux acteurs de se retrouver autour d'une table pour dialoguer. Maintenant, le principe du dialogue est acquis et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus du référendum en tant que tel. Mais le thème référendum aussi, le ministre l'a encore révélé. Maintenant, sur le sujet sur le sujet même de cette affaire des incendies, parce que c'est un dossier que nous avons suivi énormément en son temps.
Et tel que la procédure a été conduite en son temps, ça n'amène pas à rassurer un bon procès aujourd'hui. Donc quand on veut parler de mesures d'apaisement, je ne pense pas qu'on peut encore blandir cette affaire d'incendie comme quoi l'instruction a été clôturée, on a renvoyé le dossier au niveau de la cour d'appel et le procureur général a pris des dispositions maintenant pour voir quels sont les juges qui seront constitués pour juger cette affaire, parce que c'est une affaire criminelle. C'est autant d'éléments qui rentrent en jeu aujourd'hui qui m'amènent, moi, à ne pas comprendre un certain nombre d'idées ou d'éléments qui sont cachés derrière cette affaire. Okay. Donc, si on veut parler de l'apaisement, nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, nous sommes des Togolais, il faut se retrouver, il faut parler. D'un côté, il y a l'opposition qui a posé des revendications sur la table. D'accord? Et ces revendications-là sont soutenues par la grande masse qui est aujourd'hui dans la rue, pas seulement à Lomé, hein, sur l'ensemble du territoire. Voilà. De l'autre côté, il y a un pouvoir qui construit la force, qui dit, voilà, notre logique, nous voulons aller sur cet angle-là. On fait sortir les militaires avec tout ce qu'on veut, on veut mater. On continue pas mater, mais la mobilisation ne faiblit pas. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a le rapport de force qui est là. Mais la médiation qui se joue aujourd'hui, c'est d'amener les deux bords à se retrouver. Maintenant, si le gouvernement qui a la manette veut aller vers l'apaisement, je pense qu'il faut respecter les conditions de cet apaisement-là pour qu'on puisse aller vers le dialogue. Tant est que le dialogue peut sauver la situation, parce que au Togo, le dialogue, on en a connu. Voilà, réaction rapidement. Oui, mais je ne pense pas qu'il ne faut pas prendre le problème sous cet angle. Parce que le gouvernement a manifesté sa volonté. Hein, Justin, le gouvernement a manifesté sa volonté. Et je ne crois pas que si l'opposition reste dans sa logique, la situation peut évoluer. Et je m'en vais sur cette lancée dire que ce qui offusque une certaine opinion, c'est que depuis le déclenchement de tout ce qu'on a connu depuis le 19 août, aucun opposant, tu ne vas pas me dire le contraire, aucun opposant n'a émis de regret pour dire, bon voilà, ces gens qu'on a égorgés, nous les déplorons. On les a pas vus. Donc, je pense non, j'ai pas compris. J'ai dit aucun opposant. Ceux qui croisent le faire avec le régime. Ne pas déplorer qu'on a tué les militaires? Oui. Non. Nous sommes suivis. Les états-majors. Non. C'est-à-dire les gens sont restés dans leur logique. Non. Tu l'as dit, tu l'as relevé tantôt. Non. Daniel, s'il vous plaît. Tu l'as relevé tantôt. S'il vous plaît. Pourquoi? Non, Justin, laissez-le finir pour que garder le fil de votre réflexion. Pourquoi le gouvernement a déploré la tuerie des militaires et n'a pas déploré l'entrée en scène des milices? Il y a des milices et il y a également des morts, parce que beaucoup ont été tués. Oui. Mais les milices sont venues... Une vingtaine de morts, hein. Bon, selon l'opposition. C'est pas selon l'opposition, ce sont les chiffres du gouvernement. C'est pas l'opposition qui donne ces chiffres-là. On y va. Ce que moi je dis, c'est plus gravissime. Parce que il ne faut pas donner l'impression que les militaires ou les corps habillés sont à part, et de l'autre côté, il y a également un autre peuple à part. C'est ce que tu voudrais... Lorsqu'on tente d'opposer ces deux entités, moi je pense que c'est plus que gravissime. Et c'est ce que le chef de l'État, Fonasib aussi, a tenté de faire lorsqu'il a rencontré les militaires à Témédia. C'est une erreur très gravissime. Tu m'informes. Les corps habillés sont nos frères. Les corps habillés sont nos frères. Voilà. C'est pratiquement la même famille. Nous vivons au Togo. Ils ont choisi le métier des armes. Voilà. Il s'est passé une situation déplorable au cours de laquelle les corps habillés ont été tués. Mais à l'opposé, les corps habillés ont tué aussi les civils. C'est ce qu'il faut déplorer. Et je crois bien que l'opposition, dans la plupart des communiqués qu'ils ont rendus publics, ont déploré le fait qu'on a tué les corps habillés. Parce que les corps habillés ne sont pas des étrangers, ne sont pas à paix. Même s'ils sont des étrangers, ce sont des humains tout comme nous. On ne peut jamais applaudir lorsqu'un humain est assassiné ou est égorgé ou est tué. On a tué les jeunes, même les enfants sont tués. Je fais allusion également de ce jeune Joseph qu'on a tué à Bota ici, qui est toujours à la manque. Il y a d'autres qui ont été tués à Sokoré, à Bafilo et partout, même à Mango. Nous sommes partis sur les lieux, on nous a raconté les faits. Ça, il faut déplorer les violences sur toutes ces formes, d'où qu'elles viennent. Et c'est pourquoi moi je ne voudrais pas qu'on puisse analyser le débat sur le fait qu'on a tué des militaires et que c'est comme si la vie des militaires est plus importante que la vie des civils. Lorsqu'on tue un Togolais, c'est un mort de trop dans cette histoire des politiques parce qu'il y a une famille qui veut toujours garder le pouvoir. Ça, je ne peux jamais l'admettre. Maintenant, sur l'autre volet, si on a l'intention d'apaiser la situation actuelle, aller vers le dialogue, pour qu'on puisse faire l'économie de ces décès que nous connaissons, de ces violences-là que nous connaissons, moi je pense que la balle est aujourd'hui dans le camp. Moi je ne parle plus même du gouvernement.
Parce qu'au-delà même du gouvernement, il y a un chef qui est au-devant, c'est le chef de l'État, qui doit clairement exprimer son intention. Parce que nous avons eu des informations selon lesquelles c'était proposé au chef de l'État de monter sur le tonneau, de faire un discours pour annoncer au peuple que voilà, je vous ai compris, voilà, nous allons prendre des dispositions, nous allons prendre des mesures, les réformes, on va les opérer, et je suis dans mon dernier mandat. Comme certains ont déjà exprimé leur intention que, voilà, c'est mon dernier mandat en 2020, je ne vais plus me présenter. Est-ce que le chef d'État n'a pas déjà parlé? Est-ce qu'on ne connaît pas déjà sa position? Sur cette question, telle que moi je le dis, est-ce que le chef d'État va partir en 2020, 2025, 2030, ou remettre le compteur à zéro, ce qui maintenant amplifie la mobilisation? Est-ce qu'on va s'inscrire encore dans cette logique-là? C'est là où moi je dis qu'en réalité, ce débat-là, si on veut véritablement... Est-ce qu'il faudrait focaliser le débat autour du départ du chef de l'État? En réalité, les revendications, qu'est-ce que les gens demandent? Quand vous êtes au préalable, c'est le retour à la Constitution de 92 qui demandait. Et avec ses conséquences, les conséquences, c'est quoi? En aucun cas... Est-ce que, par exemple, la Constitution de 92 est la meilleure au monde? Moi, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Voilà. Puisque quand vous interrogez les constitutionnalistes, ils vous diront que la Constitution de 92 a été votée, mais a été expérimentée uniquement 2 ans. Voilà. Sur les versets dont on parle aujourd'hui, les intellectuels togolais, entre guillemets aussi, parce que quand vous les suivez dans leurs analyses, dans leur développement, moi je ne peux pas comprendre. J'étais à Cotonou, la fois dernière, j'ai rencontré un juriste de haut niveau, j'ai engagé une discussion avec lui, mais il m'a dit certaines choses que moi je ne peux pas comparer par rapport à ce que les Togolais avancent ici, pour des raisons inavouées de leurs intérêts. Okay. Je pense qu'aujourd'hui c'est une question de République qui est en jeu. La République c'est pour vous, c'est pour M. Donné, c'est pour également moi et pour les autres qui nous suivent. Mais quelqu'un ne peut pas prétendre embrigader une république au nom de qui, au nom de quoi, on ne sait pas. Rapidement, une dernière réaction. Personne ne veut on va avancer dans le pouvoir, c'est pas ça. Mais il n'y a pas une volonté, par exemple, si on demande de limiter des mandats, vous n'avez pas l'impression que, par exemple, bien sûr. Il faut limiter mais depuis mandats, le 19 août, le contexte a changé. Voilà. Si tu me permets, Daniel. Allez-y. Depuis le 19 août, le contexte a changé. Et sincèrement... Il a changé comment? Dans quel sens? Non, mais il y a eu une ruée dans les brancards et... Je le disais tantôt, il a été obligé de prendre cette décision, de limiter. Je parle du président, de limiter le mandat présidentiel et le mode de scrutin. Au fait, c'est ça. Maintenant, parler de son départ, ça c'est une autre question. Est-ce qu'il a clairement affiché? Est-ce qu'il a clairement dit qu'il voulait? C'est pourquoi, après, le processus du référendum est enclenché. Justement, parce qu'on ne peut pas changer les choses. Est-ce nilo comme ça? Parlons justement du référendum. On va écouter à présent le ministre Boupessi qui s'est prononcé sur le jeudi dernier au cours de la conférence de presse organisée par le gouvernement. On va suivre cette intervention et tout juste après on reviendra pour les commentaires. Je vais enchaîner par rapport à la question sur le référendum et dire que vous savez que la CENI a été installée. Et actuellement, la CENI travaille activement pour l'organisation du référendum. Ce qui n'est pas en contradiction par rapport au dialogue, puisque, comme il a été rappelé dans la déclaration liminaire, les réformes qui ont été prévues par le projet de loi qui a été adopté sont la limitation du mandat et le mode de scrutin. Le ministre Bahora l'a rappelé. Pardon, vous suivez l'émission Le Point. Je suis en compagnie de Dieudonné Takouda, il est le directeur de publication du journal InnovAfrique, et Justin Anané, journaliste d'investigation, analyste politique et administrateur principal de la web télévision Togo Vision. On le disait tantôt, le ministre de l'administration territoriale, M. Boupessi, l'a souligné, la CENI a été mise en place, ça veut dire qu'elle doit faire un travail de fond pour l'organisation du référendum. Maintenant, la question qui se pose, l'opposition est opposée à ce référendum et dans le même temps on appelle l'opposition à dialoguer. Pensez-vous qu'il y aura une issue favorable? Pourquoi l'opposition devrait être opposée au référendum? Non. C'est ce que je peux appeler du jusqu'au-boutisme. Parce que si les choses devraient être faites dans les règles de l'art, je crois bien que c'est le référendum qui peut régler la question togolaise. Le dialogue ne vient pas à contresens. Le dialogue, c'est pour signifier aux opposants que voilà, entre nous, les Togolais, on peut s'entendre sur
certaines questions. Mais est-ce qu'à l'issue du dialogue, on ne peut même pas s'entendre sur les questions évoquées, hein, les questions qui vont être soumises comment on appelle, au référendum? Par exemple, oui, bon, on peut pas, oui, il n'y a pas de problème, mais seulement vous n'êtes pas sans savoir que... Parce que les institutions montrent la limite sur la question. Oui, il n'y a pas de problème, mais vous n'êtes pas sans savoir que parmi ceux qui croisent le fer avec le régime, il y a des gens qui soutiennent mordicus que Faure Gnassingbé doit rendre le tablier, même avant 2020. Donc vous voyez que dans cette logique, c'est le référendum qui peut départager les choses. Est-ce que c'est une mauvaise chose, par exemple, de demander la démission du chef de l'État actuellement? Bien, ça c'est anticonstitutionnel. La Constitution ne prévoit pas ce genre de figure. C'est pas juste. C'est anormal. Oui, il faut qu'il aille jusqu'au bout de son mandat, même s'il ne répond pas aux aspirations du peuple. Non, bon, quel peuple? Le peuple, c'est l'électorat. Il y a, excusez-moi, il a dit tantôt que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, là, on va les qualifier de quoi alors? C'est quoi? Non. C'est une partie du peuple. Voilà, pas le peuple. Voilà. C'est pas le peuple. Justin. Non, moi je dis que c'est quand j'ai suivi le gouvernement dans au cours de cette sortie médiatique, il y a des points que moi je n'arrive pas à comprendre, sincèrement. Parce qu'au même moment où l'opposition parle d'un certain nombre de points qu'il faut éclairer, notamment sur les revendications, on parle également de normaliser les institutions qui entrent dans le cadre des élections au Togo. Et parmi ces institutions, il y a la CENI. La CENI. Aujourd'hui, la CENI dont on fait allusion, le ministre de la Division territoriale, dans sa composition actuelle, il n'y a pas l'opposition dedans. Oui. C'est ce qui est c'est une CENI d'abord qui est contestée par cette même opposition. Et sur la même du référendum, il faut tenir compte également du fichier électoral. La question du fichier électoral a été évoquée, reconnue par la communauté internationale. Quand je dis la communauté internationale dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a comment on l'appelle, OIF qui était là, qui a reconnu. Il y a le rapport de l'Union européenne, lors de la dernière présidentielle aussi, qui a reconnu un certain nombre d'anomalies au niveau de ce fichier-là. Maintenant, on veut aller au référendum sur quelle base? Ce qui veut dire que le pouvoir est en train d'exprimer son intention. Ce qui suppose, au sens en tout état de cause, que si on ne fait pas attention, déjà il y aura le blocage au premier jour même des discussions. Parce que voilà, des revendications posées par l'opposition sur un certain nombre de choses, ce qui est sur la table. Et ces revendications, moi je dis aujourd'hui que, au-delà du fait qu'il y a les leaders de l'opposition qui sont mis devant, et puis moi je dirais même que c'est une chance pour un pouvoir, lorsque les leaders sont devant pour porter les revendications populaires, c'est une chance pour un pouvoir. Sinon ailleurs, c'est toute une révolution qui balaye tout un système, et puis après quelqu'un sort du néant, et puis bon, quand il est là, après il s'impose. Ce n'est pas le cas au Togo, il y a les leaders qui sont là, ils disent voilà ce que demandent les populations. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'opposition demande un peu plus trop, assez? Parce que la politique, on sait que c'est un rapport de force. Oui, c'est ce que je dis qu'aujourd'hui, ne peut pas tout concéder. Mais je dis qu'aujourd'hui, le rapport de force, vous pouvez le situer à quel niveau? Parce qu'il y a des milliers de Togolais, pour ne pas dire de milliers de Togolais dans les rues, de l'OE jusqu'à l'intérieur du pays. Alors. Si on empêche les gens de manifester à Niamtougou, à Kara, un peu partout, le pouvoir, c'est le pourquoi. C'est un pouvoir qui a montré ses limites. C'est une partie du peuple, comme le dit Dieudonné. Moi, je ne fais pas cette terminologie de la notion du peuple ou non. Ailleurs, dans les pays civilisés où les gens sont tellement conscients de certaines réalités, lorsqu'il y a au moins 2-3 personnes dans les rues pour revendiquer quelque chose, on sait qu'en réalité, en dehors de ces 3 personnes, derrière, il y a encore de multitudes de personnes. Voilà. Moi, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais seulement, moi, je dis, quand le gouvernement annonce le référendum, on va aller au référendum sur la base de quel test? Voilà. Au moment où l'opposition apporte les amendements sur les tests, on les renvoie. Voilà. On veut aller au référendum sur quelle base? Voilà. Oui, justement, c'est pourquoi il ne fallait pas que l'opposition renonce à entrer à la CENI. Je crois bien. Oui, mais pour organiser, par exemple, M. Dieudonné, par exemple, on parlait de l'organisation d'un référendum. Il faut quand même que le fichier électoral, tous les éléments qui concourent à l'organisation de ce référendum soient réunis. Mais est-ce qu'il faut aller dans ces conditions? Par exemple, la CENI, l'opposition a refusé. La proposition, il y a beaucoup de problèmes. Mais on les a appelés, ils ne sont pas venus. Et puis, vous savez, il n'y avait pas d'autres alternatives qui s'offraient au gouvernement. Donc c'est pourquoi le gouvernement a proposé le référendum. Maintenant, qu'à cela ne tienne, si en temps le dialogue peut régler la question, il n'y a pas de problème. Non, mais comme on se connaît dans ce pays, mais comme il y a toujours cette manie
de ne pas se faire confiance réciproquement. N'est-ce pas normal? C'est pas normal? Non, ça c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. C'est dû aux antécédents, parce qu'il y a beaucoup d'antécédents qui donnent raison à l'opposition de se comporter ici. Bon, c'est dans l'ordre des choses. Nous avons plusieurs dialogues, la PG. Non, mais on ne peut pas dire que le pouvoir est responsable entièrement. Non, sincèrement. Moi, ce que je dis, pour finir, je peux dire que le dialogue, s'il y a la volonté des deux côtés, le dialogue peut régler la question. Mais au cas où le dialogue ne peut pas régler la question, c'est le référendum. C'est clair. Le référendum sur quelle base? Vous n'avez pas Non, vous avez relevé certaines choses que... Anomalie en griffe. Est-ce que même d'abord, le Togo connaît actuellement une crise sans précédent. Aujourd'hui, nous avons des enfants dans la rue, on n'arrive pas à payer les enseignants. Avec le référendum, on va engendrer également... Vous voulez quoi? Que le président rende le tablier et reste dans son coin, que bon, maintenant c'est fini. Bon, c'est pas moi qui veux, c'est une question que je pose. Non, il a dit qu'à Kara, on empêche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est une réalité, c'est une réalité. Non, il a été empêché, c'est une réalité. C'est faux, ce n'est pas ça. J'ai rencontré. C'est ça, peut-être c'est leur opinion. Non, mais j'ai rencontré. Vous savez, je me suis rentré. Les yeux du monde sont focalisés sur le Togo. Bon, donc à Moatien aussi, on interdit les gens de marcher. C'est pas la question. Je me suis rendu en tant que journaliste. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas intéressés. Monsieur Tabouka, à Kara, on a intimidé des manifestants de l'opposition. Non, c'est faux. Il en est de même à... C'est faux. Moi, je vous dis c'est faux. Je suis allé sur le terrain. C'est faux. C'est faux. Vous savez. Non, allez-y. Daniel, vous savez, le problème que nous avons au Togo, c'est tout simple. C'est parce qu'on refuse de reconnaître la réalité en face et que nous qui sommes des communicateurs, des journalistes, nous n'arrivons pas à jouer pleinement notre rôle. Ça dit qu'on cherche à déformer l'information. C'est ce qui sème la confusion dans les esprits de l'opinion aujourd'hui, que les gens n'arrivent pas à se situer. Notre boulot, notre job à nous, c'est de dire la vérité au peuple. Et à partir de ce moment-là, même les gouvernants doivent quand même tirer le son de ce qui est dit sur les antennes. Maintenant, si on voit le rouge, on tente de l'habiller en noir. Et pour des raisons, d'une manière ou d'une autre, il avoue, moi je ne sais pas trop. Moi je pense qu'en le faisant, on ne sert pas notre pays. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, on ne peut pas dire que les Togolais sont fatigués. Personne ne peut l'affirmer pour dire que tel que le Togo est conduit, le Togo est dirigé aujourd'hui, à l'analyse, à l'état actuel des choses, les Togolais ne sont pas fatigués de ce système, de ce régime. C'est cantonnaire. Nulle part. Mais ailleurs, les gens ont pris conscience. Si les Togolais manifestent un peu partout dans le monde, c'est parce que les gens en ont ras-le-bol par rapport à leur pays, le Togo, tel que le pays est gouverné, tel que les fonds de la République qui nous appartiennent à nous tous sont dilapidés. Ça, c'est la réalité qu'on ne peut pas contourner. Mais dire que les gens, on n'empêche pas les gens de manifester à Kara. Mais bon, ça m'étonne parce qu'il faut aller sur le terrain pour investiguer. Moi, je suis parti à Kara, j'ai aimé les investigations. Je suis revenu, je suis parti à Sokoré, je suis parti à Bafilo. À Niamtougou, ce qui se passe là, on a les informations. À Ketao, on a les informations. Un peu partout au Togo, les gens sont tellement déterminés à tourner la page. Maintenant, si le gouvernement ou le pouvoir actuel veut dire ok, nous sommes là, nous avons un soutien au niveau des militaires, voilà, on peut rester, mais nous voulons quand même aller vers le dialogue. Moi, je pense qu'il revient à ce gouvernement, au chef de l'État, de trouver la formule idéale. Parce que tel que les choses évoluent, moi, je ne vois pas la mobilisation s'affaiblir. Voilà. À mon sens. Daniel, allez-y rapidement. Comme je l'ai souvent dit, au Togo, le contexte historique est différent. Voilà. Ce serait difficile à la rue de renverser l'ordre en place. C'est vrai qu'en France, c'est une prophétie. Je dis que ce serait difficile. C'est ce que je n'ai pas dit. Voilà. Non, mais j'ai essayé d'étayer vos propos. Voilà. Et je sors la quintessence. Oui, mais il n'a pas dit que l'opposition, la rue allait faire. Non, il dit que la mobilisation s'amplifie. Oui, mais c'est le ras-le-bol généralisé. Non, vous savez, ce qui est aussi sûr, la révolution ne se décrète pas. Non, voilà, nous sommes confrontés à une situation. Voilà. La révolution ne se décrète pas. On ne décrète pas la révolution. Je vous en prie. Nous sommes confrontés à une situation. Voilà. Une partie de la population s'est soulevée, si vous me permettez. Bon, maintenant, le gouvernement essaie de donner la repartie, d'aller vers le dialogue, d'aller vers l'apaisement. C'est la question qui s'est invitée dans ce débat, en partie.
Bon, maintenant, nous sommes en train de proposer, nous sommes dans l'analyse, nous sommes en train de proposer des pistes. Quand mon confrère dit que c'est inéluctable, que la mobilisation s'amplifie de jour en jour et que partout, les gens en ont ras-le-bol, je ne crois pas. Bon, ils peuvent avoir cette prétention, mais tout compte fait, l'analyse veut que l'analyse... Oui. Mais on n'a jamais assisté à cette situation, quand même, il faut le reconnaître. Non. En 2005, cette situation s'est invitée. Non, mais quand à la mort de Gnassingbé, pas dans toutes les régions du pays. Je ne me rappelle pas. C'était pas à Sokodé, il n'y avait pas de manifestation. À Niamtougou, partout. À Mango, non. Il n'y avait pas ces manifestations. Oui, en 2005, non, c'était pas partout. Je vous l'accorde en partie. Je vous l'accorde en partie. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement essaie d'apaiser. Maintenant, avoir votre posture, Justin Anani, il me semble que vous voulez que les gouvernants rendent le tablier et laissent le pouvoir. Non. Encore que ici, le contexte est autre. Vous ne voulez pas qu'il rende le tablier? Non. Il doit finir. Voilà. Selon la Constitution. Il doit finir son mandat. Maintenant, est-ce que quand le peuple qui a élu, par exemple, le président demande un changement, demande par exemple à aller à l'école, demande à manger 3 fois par jour, demande d'autres besoins, demande à se soigner dans des conditions optimales. Cela va de soi. Voilà, est-ce qu'on doit... Mais il y a quand même des revendications personnelles. Je ne refuse pas, je ne refuse pas. Je l'avais dit tantôt ici, je ne fais pas la part belle au régime, mais nous sommes dans l'analyse, nous décortiquons, nous décryptons crûment la situation qui se présente à nous. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Vous savez, quand vous dites que ceux qui sont là doivent s'éclipser, non, c'est pas... Non, attends, s'il vous plaît. Et en juillet 1789, la population de Paris a pris le pouvoir en France, en renversant la monarchie des Bourbons. Tout récemment, au Burkina Faso, la rue a pris le pouvoir. Mais dans le contexte togolais, ce serait difficile, comme je le disais tantôt. Le contexte togolais, qu'est-ce qu'il a de particulier? Non, c'est un contexte particulier. En ce sens que l'armée est le bouclier du régime et l'armée, je dirais même, est le vrai propriétaire du régime. Donc c'est quoi? C'est que les contestations... Je finis. Je finis. Voilà. Donc, ceux qui veulent ravir le pouvoir doivent avoir une approche pragmatique. Oui, mais est-ce que par exemple, vous avez donné l'exemple des Parisiens, est-ce que les approches n'étaient pas pragmatiques? Non, c'était des gens bien organisés qui avaient une vision. Ici, les leaders même n'ont pas de vision. Je pense. Et ils n'ont pas de méthode. Voilà. C'est ça. Donc ça ne peut pas prendre. Donc ce qu'il peut faire, c'est de s'entendre. Vous donnez des pistes. Oui, voilà. Ça dit de cautionner le dialogue. Et maintenant, aller au dialogue et poser les vrais problèmes. C'est ça. Les vrais problèmes. Mais ne pas poser des préalables, c'est... On y va rapidement. C'est une fuite. Voilà, rapidement. L'histoire restante nous a montré à suffisance que les régimes militaro-civils féroces ont été déboutés par le peuple. Le peuple a le pouvoir, le peuple a la majorité, le peuple a la souveraineté. Ça, c'est une réalité. Je n'en disconviens pas. Maintenant, le cas du Togo. On suppose que lors de la dernière présidentielle, réellement, c'est le peuple qui a élu M. Faure Gnassingbé. Voilà. Et si le même peuple constate en mi-mandat et que la promesse qui a été faite, le pays est mal géré, les gens ont du mal à se soigner à l'hôpital, les gens ont du mal à se vertir, les gens ont du mal à se loger, les gens ont du mal à se soigner, à manger, ainsi de suite. Et même l'éducation est complètement en péril aujourd'hui. Et le peuple se soulève, le peuple décide de partir. Vous allez prétendre que c'est pas sur la base d'une constitution que vous avez un mandat, que vous allez attendre jusqu'à la fin du mandat. Est-ce que le chef de l'État est au-dessus du peuple? Est-ce que le chef de l'État ou les gouvernants aujourd'hui sont au-dessus du peuple? Quand le peuple décide, son désidrataire dit, le gouvernement, on met fin à sa gestion qui est faite du pays depuis des années. Est-ce qu'ils vont dire quoi? Parce qu'il y a une armée derrière, l'armée va tuer combien de personnes? Non, je pense que les gens font des calculs erronés. Les gens font des calculs erronés. Si tant est que ce peuple décide de mettre fin à ce régime, le peuple va décider et ce régime va partir. Mais quels que soient les boucliers, quelle que soit la madame, c'est pas d'armes ou quoi que ce soit sorti, mais ils vont tuer combien de personnes?
Certainement, vont rester. L'histoire a montré que les militaires, les régimes militaires ont toujours imposé leur suprématie, mais au finish, c'est le peuple qui prend le dessus. Ça, c'est une réalité. Maintenant, le contexte du Togo, je dis, on ne décrète pas une révolution. Il y a une discussion qui est enclenchée, il y a les leaders qui sont là, qui apaisent, qui disent voilà, nous avons les revendications, ils sont consultés à Paris, les émissaires viennent au pays. Dernièrement, on nous apprend également que Yahi Boni s'est aussi invité dans la danse. Ah ouais. Il est venu au Togo pas deux fois déjà, il a rencontré l'opposition, il a raconté la sensibilité présidentielle. Pas plus qu'avant-hier, j'ai discuté avec un ami béninois qui me donnait certaines informations comme quoi le président béninois en partie talon est arrivé ici au Togo, vous n'êtes pas sans savoir, de bonne foi. Il a exprimé son intention réellement, il a demandé, selon les informations que moi j'ai eues, au chef de l'État togolais de se prononcer par rapport à son intention en 2020. Pour que tel que le pays est en ébullition, de faire en sorte de rassurer son peuple d'abord, de ne pas aller vers la violence, parce que tel que les choses sont enclenchées, on risque d'aller sur un terrain qu'on ne souhaite pas. Le chef de l'État togolais a refusé, selon moi, les informations que moi j'ai eues. Maintenant, pourquoi le chef de l'État ne veut pas exprimer son intention clairement? Comment exprimer son s'adresser à la nation? Vous êtes venu au pouvoir en 2005 dans les conditions rocambolesques. Ça, tous les jours que je fais, moi je le dis. Parce que quand vous prenez même la même constitution qu'on défend aujourd'hui, un coup d'État a été perpétré, un coup d'État militaire civil a été perpétré contre un crime imprescriptible en article 150 de la constitution togolaise actuelle. Voilà. Par le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé. Il a fait 10 ans. Aujourd'hui, il est dans sa 12e année, il va rentrer dans sa 13e année de mandat. Mais la constitution qui a été plébiscitée par les Togolais en 92 dit, en son article 59, si j'ai bonne mémoire, alinéa 2, en aucun cas, aucun n'a le droit d'exercer plus de 2 mandats. Si le chef de l'État est dans son 3e mandat, son papa en a fait 38, et lui, il va terminer son 3e mandat en 2020. Et nous sommes dans une république qui vous appartient, qui m'appartient également, qui appartient également à lui. Et une famille s'est accaparée du pouvoir de cette façon-là pendant 50 ans. Et la gestion qui est faite du pays aujourd'hui est décriée. Les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale nous talonnent. La dette extérieure est tellement arrivée à un moment où on ne peut pas comprendre. Il n'y a pas de soins adéquats pour les Togolais. L'éducation est bafouée au Togo. Mais arrivé à un moment où on vous demande de terminer votre mandat en 2020, c'est la proposition qui est faite par certains chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Ça, il faut quand même, cette information, il faut quand même donner ça au peuple. Et le chef de l'État actuel ne veut pas aller sur ce terrain-là. Okay. Mais il veut quoi? La population va prendre ses responsabilités. Selon les informations, je vous donne les informations. Oui. Non, bon, c'est une opinion. C'est une opinion. Non, c'est une opinion. Je n'explique pas une opinion. Moi, j'aime mener les investigations. C'est les informations que moi j'ai. Voilà, certains chefs d'État de la sous-région ont proposé au chef de l'État togolais de se prononcer par rapport à la crise, d'exprimer son intention, qu'il doit reconnaître que voilà, je fais mon dernier mandat. En 2020, je vais céder et ça n'empêche pas son parti de présenter d'autres candidats. Okay. Ça, on ne l'empêche pas. S'il y a des réformes à faire, il fait ses réformes, il sort par la grande porte. Et cette même déclaration, que comme je vous l'apporte, j'ai eue, la même proposition a été faite au chef de l'État par M. Jikris Olympio. Il a refusé. Voilà. C'est ce qui a amené même M. Jikris Olympio à faire sa sortie récemment. Voilà. Mais il n'y a rien. Oui, mais vous savez, comme je le disais tantôt, c'est un peu compliqué au Togo. C'est un peu compliqué. Et je ne pense pas que la situation qui s'invite dans le débat national laisse indifférent Faure Gnassingbé. Non. Il a laissé prononcer? Non. Si ce n'était pas le cas, il a laissé prononcer depuis. Parce que, bon, même s'il se prononce, je ne suis pas dans le secret des dieux. Bon, les gens sont dans leur logique. Donc, ils peuvent même reprendre ces paroles pour tourner en bourrique la situation. Non. Je crois que c'est le rôle du chef de l'État de s'adresser à son peuple quand le peuple exprime son ras-le-bol, mais il a cette obligation de nous parler. Non, peut-être qu'il n'est pas un enfant de cœur. Il sait pourquoi il se réserve. Mais, tout compte fait, il y a une volonté, quand même. On l'a senti hier, avec cette proposition qui est faite à l'opposition. Bon, maintenant, quant à tout ce que Justin a abordé, c'est vrai. Qu'est-ce que l'homme veut? L'homme veut son bien-être. Pourquoi nous sommes en vie? C'est pour œuvrer et un jour tirer notre révérence et laisser la postérité, laisser la génération qui va suivre. Non, personne ne dit le contraire. Mais je dis que rien n'est tard et que c'est une question de volonté. Parce que la situation, elle est telle que rendre le tablier du jour au lendemain comme ça, parce que c'est
la rue qui réclame. Même, je crois que ça peut engendrer d'autres situations plus compliquées que ce que nous vivons actuellement. Faure Gnassingbé, c'est un Togolais. Hein? C'est notre frère. Il est conscient de du problème. Il sait que une partie de ses concitoyens est mécontente. Il le sait. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est quoi? C'est que ici, comme je le disais, ce n'est pas pour dire que les militaires doivent tuer les civils n'ont pas droit, non. Mais il y a un constat, il y a une situation qui se présente depuis le 13 janvier 1963. L'armée est l'ordonnatrice du jeu politique. Hein? Et depuis 1963, 2007, ça fait 64 ans. 64 ans, si je fais bien mes calculs. Oui. Et l'armée est dans l'ombre et dirige. Maintenant, une autre question qui me taraude un peu l'esprit. Hein. Nous avons assisté à la dernière sortie médiatique de l'ex opposant charismatique du Togo. Voilà. Comment vous analysez ça? Gilles Christ, je vais partir. Non, bon. C'est-à-dire de la volte-face de Gilles Christ. Non, ce n'est pas une volte-face. Hein? Comment vous la qualifiez alors? Ce qu'il a dit n'engage que lui-même. Mais c'est une volte-face, parce que dans la mesure où il a signé un accord en 2010, si ma mémoire est très bonne. Oui, non, c'est de bonne guerre. Voilà. Nous sommes en politique. Il peut prendre c'est une prise d'opposition. Hein? Il a voulu que l'opinion nationale et internationale sache ce qu'il pense de la situation. Bon, maintenant... Vous ne qualifiez pas ça de volte-face? Non. On accompagne quelqu'un pendant plusieurs années, on se retourne après. Comment vous qualifiez cela? Non, pourquoi? Il a son parti politique. Il y a eu un accommodement. Hein, à un moment donné, il y a eu un modus vivendi entre lui et le pouvoir. Bon, peut-être qu'il a été déçu, je ne saurais le dire. Mais étant un politique, il est dans sa logique. Hein? C'est une prise d'opposition. Pourquoi c'est à ce moment qu'il prend cette position? Oui, une situation... Peut-être c'est pas à vous de répondre, mais en tant qu'analyste, avec un regard d'analyste... Oui, bien sûr. Non, peut-être qu'une situation politique s'est invitée, et lui aussi, il se positionne. Nous sommes dans l'analyse, on ne saurait parler à sa place. Voilà. Et donc, il se positionne. Bon, Justin... moi, je pense que le temps... On va se focaliser plus sur l'aspect de Gilles Christ. Voilà. Et comment vous traduisez ça? Je crois quand j'analyse, comme j'étais là, à cette conférence de presse la fois dernière, après j'ai fait des analyses. Je me dis, dans un premier temps, qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Ça, c'est l'idée qui m'est arrivée dans un premier temps. Après analyse, je me dis, mais Gilles Christ Olympio, quoi qu'on dise, il a joué un coup politique très dur à Faure Gnassingbé. Parce qu'au moment où le peuple était dans la rue et réclamait la victoire de son ex-mentor, comment on l'appelle, Jean-Pierre Fabre en 2010. Il s'est désolidarisé. Il s'est désolidarisé en ce moment, le 26 mai 2010, où il a choisi pour signer un accord avec le RPT. Et ce qui a démobilisé plus d'un. Et les déclarations qui sont sorties après cette signature ont laissé tout le monde donc, pratiquement sur le soif. C'était vraiment inimaginable. Quand, à un moment donné, on dit, voilà, on n'a pas demandé au peuple de soutenir Gilles Christ Olympio, si les gens sont morts pour lui, c'est pas lui qui a demandé aux gens de le soutenir, tout avec tout ça, ça a tellement blessé plus d'un. Mais tel que le processus a été conduit depuis là jusqu'à présent et que l'accord qui a été signé, le chef de l'État, avec sa passion de mener la vie politique toujours avec ses collaborateurs, a réussi à également tourner M. Gilles Christ Olympio. Ils sont partis dans la farine. Ça fait que l'UFC, vous avez employé un thème tout à l'heure, M. Gilles Christ Olympio, opposant charismatique. Et lorsque Mme Hillary Clinton était arrivée ici au Togo, on a brandi Gilles Christ Olympio comme un trophée de guerre. I am a personality, second personality of the power. Seconde personnalité du pouvoir, ce qui voudrait que le pouvoir togolais a réussi avec les Bourgeois et autres là à arracher Gilles Christ Olympio qu'on a brandi à tout le monde. Et ça a donné également un poids au pouvoir de Faure Gnassingbé après avoir fait le hold-up électoral de tout ce qu'on a connu depuis 2005. Mais Gilles Christ Olympio a attendu le moment opportun, au moment où le peuple est dans la rue, vous dit, voilà, peuple togolais, je vous soutiens. Et je demande à Faure Gnassingbé de ne plus se présenter en 2020. Et comment vous traduisez cela? Moi, je dis qu'il comme vous avez employé un thème tout à l'heure, véritablement c'est un volfat. C'est qu'il a choisi le bon moment pour jouer le coup, pour déshabiller
M. Fonia Sigbe pour dire, ce monsieur, on ne doit pas lui faire confiance. Ça y est, c'est une manière de dire à Fonia Sigbe qu'en réalité, au-delà de tout ce qu'on peut considérer, parce que nous sommes en politique, on ne va pas chercher peut-être à te faire partir tout de suite, mais on te dit de partir par la grande porte en 2020. Ce qui veut dire qu'on n'est plus avec vous. Donc, c'est ce qui veut dire que Jécris Olympio, au-delà de tout ce qu'il a fait, il a tenté peut-être de redonner le blason. De blason par rapport à tout ce qu'il a fait et que les gens, peut-être qu'il suffit simplement de revenir à la scène, devant de la scène pour dire, peuple togolais, j'ai compris, à un moment donné, j'ai fait le mauvais choix, aujourd'hui, j'ai compris, je suis revenu à la maison, pardonnez-moi tous mes péchés, maintenant on reprend la marche ensemble. Et ça, on l'a senti à l'issue de cette conférence de presse. Donc c'est pour dire que Jésus Olympio a choisi un bon moment, peut-être à son niveau, en tant que politique, pour jouer ce coup-là à M. J.K. Fonia Sigbe aujourd'hui, qui est complètement isolé. Apparemment, il est isolé aujourd'hui. Non, je ne pense pas que, pour revenir rapidement, je ne pense pas qu'en 2010, Jésus Olympio avait fait un mauvais choix. Parce que le choix qu'il avait fait, non, quels sont les fruits? Cela a contribué à apaiser le pays. Il a regretté la fois dernière. Non, pourquoi il va regretter? Non, le pays, vous savez, une situation se présente depuis des décennies. Donc, il fallait, à un moment donné, à la mort de Gnassingbé Adema, on a vu ce qui s'était passé, et J-Chris a été touché par la grâce, si je puis parler ainsi, en se rapprochant du régime pour apaiser le pays. C'est une grâce divine, alors. Oui, quoi qu'on dise, cela a contribué à nous éviter l'impossible. Maintenant, au lendemain de l'accord, peut-être si il y a eu dysfonctionnement dans tout le processus, ça c'est une autre question. Non, ce qui est à noter aujourd'hui, merci. Ce qui est à noter aujourd'hui, M. Jésus Olympio, le fils de l'ancien président Sylvanus Olympio, est sorti du jeu politique. Voilà. M. Fonia Sigbe, le fils de l'ancien président Adema Gnassingbé Étienne, aujourd'hui il est au pouvoir. Donc lui aussi il est en train de sortir. Donc il va falloir que les deux sortent par la grande porte. Et puis voilà, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. Sur de très bonnes rails. Merci Justin Nani. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation.